Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Je ne sais pas si Maya, on t'entendait un petit peu, mais là, bon, c'est très bon timing. Bonjour à tous. Je vais faire l'intro rapidement, du coup, en attendant Maya qui a un petit souci de connexion. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui euh, pour ce quatrième webinaire. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la user research et des bonnes pratiques. Je crois que Maya se reconnecte. Donc, rapidement, Ouais, je suis de là, retour, je ne sais aujourd'hui, pas on a si Léa vous... qui est avec nous. Merci beaucoup, Léa, d'être avec nous, qui était ex-product designer chez Aircall et Blablacar et qui nous parlera en détail de son job de product designer. Ah, je crois que Maya est avec nous. Ouais, Vous on m'entendez t'entend. ou pas? Ok, bon, désolée, j'ai eu le souci de connexion pile à midi. Je t'ai Parfait. fait. Du coup, Ouais, merci je pour t'en prie. l'intro, Jules. Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu, parfait. Du coup, ouais, pour reprendre, lors du dernier webinaire, on vous a fait un petit sondage pour savoir quel sujet vous intéresserait le plus. Et on a eu clairement la user research qui ressortait. Voilà, vous êtes plus de 250 attending aujourd'hui, donc c'est super. Comme d'habitude, on va essayer de la faire courte, comme dans les autres webinaires de Noé, pour vous laisser aller faire votre petit break rapidement. On va faire 15 minutes de présentation un peu globale sur la user research. On va faire 10 minutes de focus sur user interview et user testing avec Léa et 15 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions. Je ne sais pas si Jules, du coup, tu as eu le temps de me présenter et de parler de Noé ou pas? Attends, ouais. Par contre. Ah. Ok. Et tu as eu le temps de me présenter De quoi, aussi? pardon? Ah oui, Non, non, je sais pas ok. présenter. Alors, je me présente. Ok. Du coup, pour ceux qui sont là pour la quatrième fois, je me présente une quatrième fois. Pour les nouveaux, je m'appelle Maya. J'ai fondé Noé avec mes deux associés, dont Jules. Noé, c'est un programme pour lancer votre carrière de product manager. Et avant ça, j'étais VP Product chez Aircall et Product Manager chez Blablacar. Et donc, on a Léa et Jules avec nous aujourd'hui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va couvrir plusieurs sujets. D'abord, la recherche utilisateur, user research, ça sert à quoi et qui fait quoi? Ensuite, quels sont les grandes méthodos et les grands outils que vous allez utiliser en tant que product manager et potentiellement en tant que designer sur la user research? Ensuite, on va regarder un peu en détail les différences entre le B2B et le B2C parce que ça impacte pas mal la manière dont vous allez travailler sur la recherche utilisateur. Et ensuite, la user interview et la user testing, c'est quand même la pratique la plus importante dans la user research. Et donc, on fera un focus avec Léa, qui est un peu une pro, une experte de ces sujets-là, qui nous a appris plein de trucs à toute l'équipe chez Aircall et qui pourra vous en dire plus. Pour ceux qui étaient là dans les derniers webinaires, on a pas mal parlé des 4 dimensions du rôle du product manager. En l'occurrence, stratégie, problème, solution et impact. Donc ces 4 grands thèmes correspondent aux 4 semaines en fait de la formation Noé. Et en fait, la user research, elle va vous servir en grande majorité dans la phase problème et la phase solution. Pour illustrer les moments où ça va vous servir, il y a ce petit schéma qui s'appelle le Double Diamond qui récapitule assez bien les choses. On commence donc par la phase problème, le diamant de gauche, où on va d'abord ouvrir, donc faire de la discovery, et ensuite refermer pour faire la définition du problème. Ensuite, on va avoir le passage de relais entre le product manager et le designer, entrer dans la phase solution, où on va encore une fois ouvrir, développer des solutions et refermer, délivrer la bonne solution. Alors, qui fait quoi, du coup, dans ce contexte? Ça dépend un peu des boîtes et ça dépend du staffing. Il y a des boîtes qui ont un product manager pour un product designer. Il y en a qui ont moins de designers que de product manager. La best practice, c'est que le product manager, il va leader la partie recherche utilisateur sur la phase problème et le designer, il va leader la partie user research sur la phase solution.
Un des grands mythes dans le produit, c'est que le designer, il est uniquement là pour rendre la solution jolie et faire un prototype, et c'est évidemment pas du tout le cas. Le designer, il a un super gros rôle à jouer sur la définition de la solution, et donc encore une fois, très souvent, c'est lui qui va être lead sur la user research, sur la partie solution. Alors, quand on parle de designer, je voulais faire un petit récap un peu des différents rôles de designer en startup parce que il y a plein de termes différents. Donc, en tant que product manager, sur la partie user research, vous allez par exemple être amené à travailler avec un UX designer. Alors, le UX designer, UX pour User Experience, ça va être le designer qui va vraiment gérer la partie parcours, l'interaction que l'utilisateur il va avoir avec votre produit, dans sa structure. Donc, à quel moment il se passe quoi concrètement. Ensuite, vous allez être amené à bosser aussi avec des UI designers. UI pour User Interface. Et donc là, on parle plutôt de la responsabilité sur la partie look and feel. À quoi ça ressemble? C'est quoi l'identité? Et cette personne, ça va être la personne qui va être responsable de faire notamment ce qu'on appelle un UI kit, c'est-à-dire un User Interface Kit, c'est-à-dire un kit avec tous les différents composants de votre produit, les boutons, les types de pages, les menus, etc., pour qu'on puisse les réutiliser et avoir une homogénéité dans tout le produit. Les deux, UX designer et UI designer, sont évidemment cruciaux. Et dans certaines boîtes, on fait la distinction entre les deux et dans d'autres, non. Par exemple, chez Aircall, on avait des product designers, donc troisième type de designers. Et là, c'est des designers en fait un peu full stack, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir à la fois la partie UX et la partie UI. Donc, par exemple, chez Aircall, on avait Léa qui était product designer, même si elle avait une expertise davantage sur la partie UX. Elle gérait les deux. Et enfin, le dernier type de rôle qui apparaît vraiment quand une boîte grossit, donc plutôt dans les scale-up, elle va parfois recruter des user researchers. Et les user researchers, ils vont uniquement travailler avec le product manager et le designer sur la partie recherche, mais ils ne vont pas proposer de solution. Donc voilà un peu les quatre différents grands rôles avec lesquels vous serez amené à bosser. Et donc, vous serez amené à bosser sur plusieurs méthodos classiques en termes de user research que je vais vous expliquer un peu. Donc les deux premières, user testing et user interview, qui sont les plus importantes. Donc, Léa va vous détailler tout ça après. Mais dans les grandes lignes, sur le user testing, on va vraiment être plutôt dans la phase solution où on va faire tester aux utilisateurs un proto. Alors que le user interview, ça va être plus large où on va chercher à comprendre les problèmes d'un utilisateur. Une autre méthode un peu classique que moi j'aime beaucoup, c'est les sondages. Donc là, l'idée, c'est de récupérer un maximum de data points à l'écrit auprès de vos utilisateurs, de ne pas leur faire des sondages trop longs pour avoir un taux de réponse qui est élevé, et derrière, éventuellement, de creuser auprès de certains utilisateurs qui vous ont donné certains types de réponses avec des user interviews. Vous serez aussi amené à faire, par exemple, des journey mapping. Alors, journey mapping, ça veut dire reprendre toutes les différentes étapes de la user journey, donc de son parcours utilisateur, pour regarder où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'il y a des frustrations, des incompréhensions, etc. Et enfin, le user tracking, pour le coup, il y a des outils pour ça, je vais vous en parler après. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une approche un peu plus data et en real time, de pouvoir observer comment les gens utilisent votre produit. Alors évidemment, et surtout si vous êtes en B2B, vous aurez aussi une méthode qui est tout simplement de faire des rendez-vous clients et des rendez-vous clients notamment avec les équipes commerciales qui sont en contact avec vos utilisateurs, les sales et customer success par exemple. Je vous en reparlerai. Et la dernière méthode que moi j'aime bien, c'est le NPS. Le NPS, je pense que vous l'avez tous déjà vu. C'est cette petite fenêtre que vous voyez dans certains produits où on vous demande à quel point vous recommanderiez entre 0 et 10 ce produit à un ami ou un collègue. Concrètement, comment ça marche? Si jamais vous mettez 9 ou 10, vous êtes considéré comme promoteur et donc le produit, la boîte, elle gagne 1 point. Si vous mettez 7 ou 8, vous êtes considéré comme neutre, donc là, ça fait 0 point. Et en dessous de 7, ça fait un détracteur, donc là, ça fait moins 1. On liste tout ça et ça donne un chiffre entre moins 100 et 100. Et en fait, ce qui est très cool dans cet outil, c'est que ça vous permet d'avoir une mesure, d'une part, macro de la satisfaction de vos utilisateurs et d'autre part, une mesure aussi de votre marketing gratuit.
C'est-à-dire que si vous avez un NPS qui est inférieur à 0, ça veut dire que si vous arrêtez de vendre, vous allez avoir du churn naturellement, parce que les gens ne sont pas contents, ils vont partir. Si vous avez un NPS au-dessus de 0, si vous arrêtez de vendre, votre produit va en quelque sorte se vendre tout seul par referral de vos utilisateurs à de nouveaux utilisateurs. Alors, les NPS un peu classiques, ça dépend des secteurs, mais par exemple, dans le SaaS, on considère qu'un NPS de 40, c'est génial, et un NPS de 60, c'est exceptionnel, quoi. L'idée du NPS, c'est que, en plus de leur demander de mettre cette note entre 0 et 10, après, vous demandez à vos utilisateurs une question ouverte qui est comment est-ce qu'on pourrait améliorer le produit. Et ça vous donne plein de billes pour mieux comprendre les problèmes à améliorer et donc sur quoi vous pouvez bosser en tant que PM ou que designer. Vous pouvez aussi avoir envie, par exemple, de segmenter votre NPS pour regarder le NPS par produit, le NPS par type d'utilisateur, le NPS par pays. Et ça peut vous donner aussi des billes pour prioriser, pour faire votre roadmap, etc. Donc, le NPS, voilà, je vous ai expliqué quelques méthodos et je vais vous parler aussi de certains outils en particulier pour couvrir ces méthodos. Alors, le premier outil, c'est vous, en fait. La recherche utilisateur, c'est quand même avant tout une histoire d'humain. Donc, voilà, c'est vous, c'est votre téléphone, c'est des réunions, c'est vous incruster à des rendez-vous clients avec vos équipes commerciales, planifier des rendez-vous clients vous-même, etc. Bon, alors malgré tout, évidemment, il y a quand même des outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc, en voici quelques-uns. Un des plus importants pour moi, c'est clairement Google Doc ou Confluence ou Notion, n'importe quel outil pour vous permettre de documenter. C'est très important dans la user research de pouvoir avoir une trace derrière pour pouvoir s'y référer ou la partager à d'autres personnes de la boîte. Deuxième outil que je vous recommande, que j'adore, c'est Typeform, qui est un outil de survey, de sondage. J'adore Typeform parce qu'ils ont quand même réussi à rendre un sondage agréable à remplir, quoi. Ce qui est une vraie prouesse. Nous, on a vu des taux de remplissage de sondage sur Typeform exceptionnels par rapport à d'autres outils qu'on avait pu utiliser avant, type Qualtrics. Pour ce qui est du tracking, je vous conseillerais de regarder Hotjar et FullStory, qui sont deux outils qui permettent, alors je vous préviens, c'est un peu creepy, mais c'est quand même hyper utile, en fait, de voir, en fait, de filmer l'écran, si vous voulez, de vos utilisateurs pour voir vraiment le parcours de leur souris. Et ça vous permet de comprendre où est-ce qu'ils ont bugué, où est-ce qu'ils sont restés longtemps, où est-ce qu'ils n'ont pas réussi à aller et de tirer énormément de conclusions sur la partie UX. Je vous parlais du NPS. Nous, on utilisait Satismeter chez Aircall. Satismeter, c'est top, c'est hyper clair, ils sont super sympas. Je vois un message de Charlotte P qui dit que Hotjar est réputé pour ralentir pas mal les sites. Attention à ça, il faut bien le tester avant. Merci Charlotte. Effectivement, c'est vrai que chez Aircall, on l'avait testé sur notre app et ça avait vachement ralenti. On l'avait testé sur une app de test, donc il n'y avait pas de client dessus. Ça avait vachement ralenti et on avait changé la manière dont on l'avait implémenté. Donc, Satismeter, je vous disais. Et enfin, le dernier outil, c'est Lookback. Lookback, c'est un outil qui va vous servir plutôt sur la partie user testing. Donc, vraiment pour pouvoir voir comment des utilisateurs utilisent votre produit, mais en fait, vous êtes là aussi. Donc, vous leur posez des questions, vous leur demandez de tester certains trucs. Et donc, vous les voyez eux, mais vous voyez aussi leur écran. Et ça, c'est top parce que ça vous permet de voir leur parcours et aussi leur réaction. Et très souvent, c'est marrant, quand on fait de la recherche utilisateur et des tests, vous pouvez voir sur la tête des gens quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair ou qui ne leur plaît pas. Donc, Lookback, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Alors ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser en B2B ou en B2C et qui sont… alors, on prendra le temps dans le programme Noé de bien se familiariser avec tous ces outils-là pour que vous puissiez, dans votre premier job de PM, les mettre en place directement et connaître les best practices. Mais néanmoins, il y a quand même quelques différences entre le B2B et le B2C. Donc moi, quand je suis passée de Blablacar, du coup, B2C à Aircall B2B, je me suis rendu compte que la user research en B2B, c'était quand même sacrément plus complexe pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, par définition, B2B, ça veut dire que vous vendez à des entreprises. Et donc, ça veut dire que vos utilisateurs, en fait, ils sont au taf. Donc, en fait, ils sont stressés. Ils n'ont pas forcément le temps de vous parler. Et en plus, ils ont vachement moins de liens émotionnels avec votre produit. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Un Slack, par exemple, tout le monde adore, même dans le cadre du travail. Mais de manière générale, en B2B, il y a moins ce côté émotionnel.
En plus de ça, en B2B, vous allez avoir moins d'utilisateurs. Dans un produit B2C qui a du succès, vous aurez peut-être des dizaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs. Alors qu'en B2B, vous allez bosser avec un ordre de magnitude qui est carrément plus bas. En B2C, vous pouvez avoir peut-être 1000 nouveaux utilisateurs par jour sur une app mobile consumer. Et en B2B, vous pouvez avoir 50 nouveaux clients par semaine pour un outil de productivité. Donc, du coup, en fait, ça veut dire qu'en B2C, vous pouvez quand même choper des gens de manière un peu random dans la rue pour leur faire tester votre proto. Mais en B2B, c'est moins évident. Le troisième point qui rend les choses plus compliquées en B2B, c'est que votre buyer n'est pas votre user. La personne qui va décider d'acheter votre produit, souvent, ce n'est pas la personne qui va l'utiliser. Donc, par exemple, pour un Slack ou pour un Aircall, la personne chez Aircall qui va décider de l'acheter, ça va être le chef du service support. Alors que la personne qui va l'utiliser au quotidien, ça va être les gens de l'équipe support. Et donc, il faut bien prendre en compte cette dualité et se dire qu'il y a deux personas et donc il faut adresser la recherche utilisateur de manière différente pour ces deux personas. Et enfin, le dernier point, c'est qu'en B2B, c'est quand même vachement plus difficile de faire des hypothèses parce que souvent, en tant que product manager, en tant que designer, on n'est pas dans la cible. Chez Aircall, nous, on était product manager, product designer, on n'était pas personne de l'équipe support. Et donc, on pouvait plus difficilement se projeter dans le produit. Pareil, sur une boîte comme Algolia, qui a pour but d'optimiser la search de certains outils. En tant que product manager, ce n'est pas forcément évident de se projeter là-dedans. Donc, du coup, il y a pas mal de conséquences sur cette différence entre B2B et B2C. Et concrètement, ça veut dire qu'en B2B, il va falloir adapter vos méthodes. Et donc, pour ça, j'ai quelques tips que je peux vous partager, qu'on a pu expérimenter avec Léa chez Aircall et qui ont bien marché. Le premier tip dont je parle souvent, c'est qu'on a ajouté un nouveau rôle qui s'appelle qu'on a appelé le rôle du Business Squad. Alors concrètement, vous allez devenir product manager, vous allez devenir designer. Dans une équipe classique, vous aurez 4-5 développeurs, un designer, un product manager, un data analyst peut-être. Et du coup, une possibilité, c'est d'ajouter ce rôle de Biz in Squad, donc Biz pour business. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que très concrètement, il y a une personne de l'équipe business, ça peut être un sales, un account manager, quelqu'un de l'équipe partnership, qui va venir passer une demi-journée de sa semaine avec la squad, donc avec l'équipe Dev, PM, Design. Et donc, il va être là notamment pour les kick-offs, pour les démos, pour les fins de sprint. Et donc, son rôle, ça va être en fait de faciliter l'accès aux utilisateurs, justement dans un contexte B2B. Donc, trouver des bêta-testeurs pour les premières versions, trouver des clients dans la cible, dans la phase problème, qui veulent bien nous en parler pour nous expliquer leurs problèmes, et aussi récupérer le feedback du reste de l'équipe business pour le donner aux équipes produits et tech. Donc ça, c'est un rôle qui a super bien marché chez Aircall et que si vous êtes en B2B, je vous conseille de considérer. Le deuxième truc, c'est qu'en B2B, comme je vous le disais, c'est hyper facile de faire de fausses hypothèses et de perdre un peu le contact au final avec les utilisateurs parce qu'on n'utilise pas soi-même le produit. Et bien souvent, on n'est pas dans la cible. Quand j'étais chez Blablacar, moi, j'utilisais moi-même Blablacar. Donc, je pouvais souvent moi-même me mettre dans la peau de mes utilisateurs, alors que chez Aircall, ce n'était pas du tout le cas. Du coup, ce qu'on a fait, notamment chez Aircall, c'est que pour garder quand même ce côté user research et cette proximité avec nos utilisateurs, on a rendu le contact avec les utilisateurs obligatoire pour tous les membres de l'équipe. Donc, par exemple, on avait un petit bot que vous pouvez voir là qui s'appelle le coach qui tournait tous les vendredis et qui nous donnait des devoirs à chaque personne de l'équipe produit. Par exemple, aller faire une démo avec un sales, aller faire un meeting utilisateur avec un account manager, aller faire une heure de support, etc. Et en parallèle, pour nous faciliter la tâche, on avait les équipes account management qui avaient créé un channel sur Slack dans lequel on était aussi et qui mettaient, dès qu'ils avaient un nouveau rendez-vous client prévu, qui nous l'indiquaient pour que nous, on puisse venir aussi. Et enfin, le troisième point en B2B que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment de surcommuniquer avec le reste de la boîte. Pourquoi ? Parce qu'en B2B, vous avez quand même l'énorme avantage d'avoir des équipes sales, account management, support, qui passent leur journée à parler à des utilisateurs. Donc, d'une part, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous incruster dans leur meeting. Nous, c'est ce qu'on faisait chez Aircall. On était un peu les rois de l'incruste. Mais en plus, par ailleurs, c'est une énorme mine d'or d'informations en fait que vous pouvez exploiter.
Et donc, l'idée, c'est d'essayer de générer ces discussions et ce feedback venant des équipes business. C'est pour ça que c'est important de vachement communiquer sur ce qui est en train de se faire dans l'équipe produit pour que les sales, les account managers puissent vous dire « Ah putain, moi j'ai un client qui, exactement dans ce cas-là, il m'a dit ça, je peux vous mettre en contact, etc. » Donc concrètement, ça peut être, là vous pouvez le voir sur la photo sur la gauche, par exemple, afficher vos prototypes en mode papier dans la cuisine, nous on l'avait fait, avec des post-it et des stylos pour que les membres de l'équipe business puissent mettre leur feedback. Ça peut être aussi partager un document à toute la boîte qu'on appelait le product doc, dans lequel on récapitulait quel est le problème, pourquoi on veut le résoudre, pour qui, etc., pour que tout le monde ait un peu le même niveau d'information. On communiquait aussi, par exemple, dans les toilettes chez Aircall. On a trouvé que ça marchait hyper bien et que c'était un super bon outil de communication. On mettait en fait les récaps des features qui allaient sortir à côté du lavabo dans les toilettes. Voilà, ça faisait bien rigoler tout le monde, mais en vrai, ça marchait bien pour l'information. Donc, du coup, globalement, c'est moins facile d'avoir accès à vos utilisateurs en B2B qu'en B2C, mais vous pouvez mettre en place tout un tas de process et d'outils pour améliorer ça. Donc, je vous ai un peu parlé d'user testing, de user interview. C'est deux concepts qui sont hyper importants, à la fois en B2B et en B2C. Et donc, je vous le disais, Léa, elle est vraiment experte dans ces sujets. Et donc, je vais lui passer la main pour qu'elle vous en dise un peu plus sur les différences entre les deux. Merci Maya. Du coup, oui, user interview, c'est complètement différent d'un user testing. Donc, je vais essayer de vous dégrossir un petit peu tout ça. Donc, une user interview, en français, c'est plutôt entretien utilisateur. Donc, c'est un entretien en face à face, pendant lequel le modérateur, donc probablement vous, cherche à apprendre quelque chose sur le participant en se référant à un produit, à la manière dont il travaille, etc. Donc, par exemple, moi, quand je travaillais chez Aircall, je posais des questions sur la manière dont la personne utilisait l'application de téléphonie. Donc, les questions en user interview, c'est plutôt des questions ouvertes parce que notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'informations sur l'utilisateur. Ensuite, le usability test, donc c'est un test d'utilisabilité en français. Donc, l'objectif, c'est de tester un design, un prototype et surtout de tester si c'est compréhensible et utilisable. Donc, le modérateur, il va plutôt être dans une posture d'observation et le participant va dire ce qu'il pense à haute voix. Et pour ça, du coup, pour le user testing, on peut utiliser Lookback, comme en parlait Maya tout à l'heure. Ensuite, les règles d'or quand on fait une user interview ou un test utilisateur. Donc, la première règle, c'est d'avoir des objectifs clairs. Donc, qu'est-ce que j'attends de cette interview, de ce test, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que j'ai besoin de valider ou d'invalider pour avancer sur mon projet, est-ce que j'ai plutôt un objectif business, un objectif produit, est-ce que je veux valider un concept design, une interface, une interaction. Donc, par exemple, un objectif, quand je travaillais chez Aircall, avant de faire une session de test utilisateur ou d'interview, c'était comprendre comment les clients d'Aircall gèrent leurs contacts entre tous les outils qu'ils utilisent. Donc ça a été un objectif principal qui a ensuite guidé tout le reste de la session de recherche. La règle numéro 2, c'est bien choisir les personnes à interroger. Donc, est-ce que je veux parler à des nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs expérimentés ? Si j'ai plusieurs types d'utilisateurs, sur quel use case je suis en train de travailler. Donc, par exemple, chez Aircall, les utilisateurs, c'était principalement soit des agents de support ou des commerciaux. Donc, bien choisir qui interroger, c'était plus que nécessaire en fonction des projets. On n'avait pas les mêmes questions, on n'avait pas la même manière d'utiliser le produit aussi. La règle numéro 3, c'est bien préparer son guide d'entretien. Donc, ce document, c'est une liste de questions qui vous guidera dans les questions à poser aux participants. Et sans guide d'entretien, c'est impossible de comparer les résultats d'une interview à l'autre et donc d'avoir des insights pertinents et de répondre à vos objectifs. Donc d'abord, il faut y aller crescendo en interrogeant d'abord la personne sur sa journée, ce qu'elle fait dans la vie, lui donner une idée de ce qui va se passer pendant la session pour la mettre en confiance. Et au fur et à mesure, on pose des questions de plus en plus détaillées tout en gardant un maximum de questions ouvertes. Si la personne peut répondre tout simplement oui à une question, on n'apprend rien et autant faire un questionnaire en ligne. Alors, en préparant le guide, vous allez vous rendre compte que vous avez probablement déjà la réponse aux questions que vous êtes en train d'écrire. Donc, c'est super, ça vous permet de faire des follow-up questions, donc des questions qui vont permettre de creuser encore plus dans votre question principale. Ce qu'on fait beaucoup quand on est en entretien utilisateur, c'est la règle des 5 whys, donc les 5 pourquoi.
Donc, je pose une question, la personne me répond, ça ne me satisfait pas. Je veux avoir plus d'informations sur pourquoi elle fait telle chose, pourquoi elle pense telle chose. Donc, en fait, je vais demander pourquoi vous faites ça, pourquoi vous pensez ça, pourquoi, jusqu'à arriver vraiment au centre de ce que je veux apprendre, en fait. Et là, on apprend vraiment plein de choses. La règle numéro 4, c'est documenter, documenter, documenter. Donc pour moi, le plus important, c'est de documenter. Donc le mieux, c'est d'enregistrer l'entretien, soit en vidéo, soit en audio, c'est déjà bien. On a tous un ordi ou un téléphone pour faire ça. Et ensuite, il faut retranscrire. Alors je vous arrête, pas forcément mot pour mot, les informations primordiales plutôt. Et ensuite, ça vous permettra de comparer les résultats, de les schématiser sous plein de formes différentes et de répondre à vos objectifs. Ensuite, la modération, une fois qu'on a tout préparé. La modération, donc c'est le rôle qu'on prend quand on anime un entretien utilisateur. Et donc, à partir du guide, on va modérer l'échange. Donc, contrairement à une conversation normale où on s'échange autant d'informations entre deux participants, la modération, c'est plutôt faire parler le plus possible la personne interrogée. Le modérateur, il est là pour faciliter l'expression des personnes interrogées. Donc, être une bonne modératrice ou un bon modérateur, ça prend du temps et ça s'apprend. Alors, patience. Mais je peux déjà vous donner 2-3 petits trucs pour bien commencer. Donc, les choses à faire. Do. Répondre aux questions par des questions. Ça force le participant à creuser lui-même un peu plus chaque question. Le deuxième, c'est contrôler ses réactions. Le participant, faut pas qu'il sente qu'il doit donner qu'il donne des bonnes ou des mauvaises réponses. Et son objectif, ça va être, surtout si vous êtes sympa, ça va être de vous faire plaisir. Donc là, vous allez avoir des résultats complètement biaisés, donc vraiment restez le plus neutre possible. Et le troisième, c'est paraphraser. Donc prenez le temps, une fois que la personne a répondu à votre question, de résumer, de reprendre ce qu'elle vient de dire, pour être sûr que vous avez bien interprété et pour l'inviter à aller plus loin, à justifier davantage. Ensuite, les choses à ne pas faire. Avoir peur du silence. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup en retour, il y a plein de gens qui ont peur des awkward silence, et il ne faut pas en entretien utilisateur. Parce qu'on veut faire parler le participant coûte que coûte, alors les silences, c'est normal. Parce qu'on a tous besoin de prendre le temps de réfléchir lorsqu'on nous pose des questions précises et qui font appel à notre mémoire. Donc il va falloir apprendre à faire avec. Ensuite, il ne faut pas vendre son produit. Vous n'êtes pas commercial et ce n'est pas le moment. Donc rappelez-vous que vous n'êtes que le modérateur pendant l'interview. Et enfin, posez des questions vagues ou fermées. Encore une fois, vous n'apprendrez rien. Un maximum de questions ouvertes pour un maximum d'insights. Et pour conclure ce super webinaire, pourquoi faire de la user research ? Pour créer un produit adapté aux utilisateurs, il faut totalement se remettre en question. Maya en parlait tout à l'heure, on peut faire des mauvaises hypothèses, surtout quand on est en B2B. Donc, pourquoi faire de la recherche utilisateur ? Le premier point, c'est que je ne suis pas l'utilisateur. Pour innover, il faut essayer de comprendre l'utilisateur en tant qu'être humain, sa complexité, sa manière de penser, ses comportements. Deuxième point, j'ai besoin de preuves. Donc, il faut se baser sur du concret pour faire un design et construire un produit. C'est indispensable pour ensuite justifier ses partis pris aux gens avec qui on travaille. Et 3, je veux m'assurer rapidement qu'on construit le bon produit. Donc, tester le plus vite possible un design ou un prototype, c'est le meilleur moyen de gagner du temps, de l'argent et des ressources précieuses. Merci Léa. Avant de passer aux questions que vous pouvez, je vous le rappelle, poser dans la section questions à droite, quelques petits mots sur Noé. Du coup, Noé, je vous le disais, c'est le programme pour lancer votre carrière de Product Manager. Notre première promotion, elle commence le 15 juin et il nous reste 3 places. Noé, c'est d'abord 4 semaines de formation intensive au job de PM. On va couvrir toutes les dimensions du job, comme je vous le disais, stratégie, problème, solution et impact. Et du coup, pendant les semaines problèmes et solutions, on aura un gros focus sur la user research avec les méthodos, apprendre à utiliser chacun des outils et les appliquer sur le sujet sur lequel vous travaillerez. Chacun de vous aura un sponsor parmi les 5 super personnes qui sont sur cette slide et bossera sur une vraie problématique de Alan, de Getaround, de Hitch ou de Algolia ou de Sony pendant 2 semaines. Donc, vous serez amené à faire de la user research pour ces boîtes-là.
Une fois que vous avez trouvé votre taf suite à Noé, vous avez 2 mois de coaching, à la fois pour vous, parce que les premiers mois en tant que PM ne sont pas toujours faciles, mais aussi parce que c'est quelque chose qui va rassurer vos recruteurs qui ont souvent des craintes par rapport au fait de recruter des PM sans expérience. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, mon mail, c'est maya@noé.pm et notre site, c'est noé.pm, c'est facile. Voilà, et du coup, on a un peu de temps pour les questions. Super, merci beaucoup à vous deux. On a pas mal de questions, je vais les reprendre dans l'ordre. Attendez. Alors, une question de David. Tu dis que le PM lead, la user research de la phase de discovery et le designer, c'est de la phase de solution. À quel point vous impliquez le designer dans la phase de recherche de la phase de discovery et le PM dans celle de la solution? Alors, lead, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul. De manière générale, l'idée de lead, c'est plutôt une question d'ownership, c'est-à-dire que c'est lui qui va être responsable de faire avancer les trucs sur la partie problème. Le PM, il va être lead, mais il va devoir inclure différentes personnes. Effectivement, le designer, mais aussi parfois le lead développeur pour qu'il puisse comprendre, ou même des développeurs de l'équipe de manière générale. Et de la même manière, sur la partie solution, la solution, elle va être vraiment co-construite entre le designer et le PM. Et donc, dans la plupart des user testing, le PM, il va être là aussi. C'est juste que c'est vraiment le designer qui va d'une part driver, d'autre part définir les objectifs, définir le type de user testing qui va être fait, mais les deux bosseront ensemble. Tu as quelque chose à ajouter, Léa, Non, là-dessus, je suis ou tu es totalement d'accord? Ouais. Et est-ce que tu peux reparler du rôle Busy Cool. Squad, sachant, donc ça c'est un commentaire de Myriam, sachant que les sales généralement ne sont pas forcément focus sur une app du produit, mais se chargent de la vente dans son ensemble, alors qu'en tant que PM, on est respo que d'un périmètre du produit. Ouais, salut Myriam déjà. Cool de te revoir. Et pour répondre à ta question, alors effectivement, du coup, le choix des Business Squad, il était important. C'est-à-dire qu'au début, on a fait une erreur un peu qui était que tout le monde avait envie d'être Business Squad parce que c'est quand même cool de participer au process produit, etc. Et donc, on a fait changer les rôles on s'est changé les rôles tous les 3 mois. Et en fait, ça, c'était pas ouf parce que c'est quand même bien d'avoir de la continuité et de la connaissance sur les roadmaps. Donc, du coup, on s'est dit, première chose, on garde la même personne minimum 6 mois. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, du coup, il fallait bien choisir la personne en question. Donc, ça dépendait des sujets. Tu vois, si on bossait sur des sujets qui étaient très liés au support pour nos utilisateurs, ça allait être quelqu'un de l'équipe support. Si, à l'inverse, on allait construire une fonctionnalité pour augmenter notre pipe et pénétrer un nouveau marché, là, ça allait être plutôt quelqu'un de l'équipe sales. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Justement, peut-être ça, pour compléter ta Donc, voilà. réponse, Myriam qui pose une seconde question, qui est comment on fait pour récolter du feedback par rapport à une idée d'initiative produit. Et son commentaire, c'est que les utilisateurs ont généralement du mal à se projeter dans les fonctionnalités qu'ils ne connaissent pas. Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui dépend en fait des étapes où tu en es, quoi. Ce qu'on avait chez Aircall, qui est aussi chez Front, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur Front dans le chat, c'est une roadmap publique, c'est-à-dire qu'on avait sur Trello, en public, vous pouvez toujours la voir d'ailleurs, je pense aujourd'hui, avec toutes les idées de fonctionnalités pour donner de la visibilité et récupérer du feedback. Donc ça, c'était vraiment très, très en amont dans la partie roadmap. Et ensuite, dans la partie un peu plus en aval, une fois qu'on était clair qu'on voulait bosser là-dessus, que le problème y ressemblait à ça, etc., là, c'était clairement des user interviews. Des user interviews, rencontrer nos utilisateurs, leur demander quels étaient leurs problèmes, sans leur parler de solutions. Et ensuite, une fois qu'on avait les idées claires sur leurs problèmes, leur pitcher la solution. Exactement. Léa, je ne sais pas si tu as un truc à Ouais, c'est ajouter exactement là-dessus. ça. C'était, quand on avait une idée de feature ou qu'on avait quelque chose qu'on voulait faire, on faisait des guides d'entretien qui étaient pas explicites, évidemment, sur la chose qu'on voulait construire, mais plutôt des questions pour voir si ce dont ils ont besoin correspond à l'idée qu'on veut développer, quoi. Ok. Et à partir de combien de pourcentage on se dit que c'est représentatif? Alors nous, on se disait qu'il fallait au moins une dizaine de personnes interrogées. Ça dépendait des fois, parfois on n'en prenait que 6 ou 8.
Mais voilà, toujours plus que 5 en tout cas. Les histoires de pourcentage, je pense que c'est aussi important de regarder ça en fonction de la phase. C'est-à-dire que sur la phase problème et notamment sur la phase priorisation, ça va être important d'avoir de la data. Et donc là, c'est pour ça que c'est plutôt des outils type survey qui vont pouvoir vous servir, ou alors carrément de l'analyse d'usage en fait. Ouais. Par contre, sur la partie solution, on sait que c'est ça qu'on a priorisé, on sait que c'est ça le problème à résoudre, et là, on est plus dans une approche quali. Ok. Une question de Timothée. Quelles sont les best practices pour la centralisation des user testing? Alors du coup, moi, ce que je faisais quand j'avais terminé une session, donc évidemment, voilà, je documentais tout, je prenais beaucoup de notes. On passait beaucoup par Google Docs pour, en fait, tout mettre le contenu. Et après, ce que je faisais, c'était schématiser en fait les apprentissages en fonction des utilisateurs, des types de business qu'on avait interrogés. Ouais, il y a plein de formes en fait différentes. Et là, le dernier projet que j'avais fait chez Aircall, on avait fait une grosse présentation avec le PM avec qui j'étais sur justement tout ce qu'on avait appris et ce que ça impliquait pour nous, ce que ça impliquait pour la squad aussi. Voilà. Donc vraiment on avait partagé avec plein d'équipes en fait, avec les devs, avec l'équipe produit, avec la data aussi. Enfin voilà. Ok. Oui, et au niveau des supports de partage, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus aussi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de best practice. En fait, on s'en fout un peu, que ce soit sur Notion ou sur Confluence ou sur Google Doc. Et d'ailleurs, chez Aircall, il me semble qu'il y avait plusieurs personnes qui utilisaient plusieurs outils différents. Ça dépendait un peu des équipes. Chacun faisait le truc à sa sauce. Le truc important, c'est de documenter et de partager et pas nécessairement que tout soit exactement pareil, formaté, quoi. Ouais. Alors, on a des questions, petite parenthèse, des questions sur le programme lui-même. Quel est le prix et est-ce que c'est destiné aux étudiants ou aux professionnels? Alors, quel est le prix du programme? Du coup, le programme Noé, c'est 3 900 € pour les 4 semaines de formation et les 2 mois de coaching. Dans ces 3 900 €, on a des options de financement à hauteur de 1 500 € si vous êtes notamment demandeur d'emploi ou salarié au chômage partiel. Et le dernier élément par rapport au financement, c'est qu'on propose d'étaler les paiements sur 10 mois. Voilà, et pour répondre à la deuxième question sur un peu le type de profils qui sont inscrits, alors c'est variable, on n'a pas énormément d'étudiants pour une question de budget, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément énormément de budget pour ce genre de formation. Il y en a quand même, mais la plupart des gens, je dirais que c'est des gens qui ont quand même déjà plusieurs années d'expérience en entreprise et qui sont plutôt dans un mode reconversion. On a plusieurs profils, il y a des ex-entrepreneurs, il y a des ex-consultants, il y a des gens qui ont été designers justement, des gens qui ont été développeurs. Des gens qui sont aussi plutôt PO, donc sur la partie delivery, soit dans des grosses boîtes, soit dans des petites boîtes, et qui veulent monter en compétences sur la partie problème, stratégie, impact notamment. Super. Alors là, on a, pour parenthèse fermée, des questions, donc on revient sur user research, comment constamment avoir des feedbacks d'utilisateurs sans trop les agacer et sans trop les harceler? Est-ce que vous recommandez une alternance entre plusieurs techniques, entre plusieurs outils? Ouais, c'est une bonne question et c'était un sujet clairement un peu sensible chez Aircall parce que du coup, on avait d'un côté les équipes produits où nous, on avait envie de parler à nos utilisateurs à fond et de l'autre côté, les équipes account management qui voulaient faire attention à ce que les clients et notamment les gros ne soient pas bombardés de 14 messages par mois d'un product manager, d'un designer, d'un autre product manager, etc. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on traquait dans notre CRM, en l'occurrence Salesforce, qui avait parlé à qui, quand, pour éviter les redites et de sursolliciter quelqu'un. Et donc, on se mettait des règles de type, je me souviens plus exactement, mais pas plus d'une interaction par mois ou tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et par ailleurs, au niveau du type de demande, ce qui est pas mal avec le NPS, c'est que c'est quand même un outil qui demande très peu d'implication côté utilisateur. Alors après, ça vous donne pas énormément de billes pour creuser, mais c'est plutôt dans la partie problème que ça va vous permettre de segmenter, d'analyser. Nous, on avait fait un petit algo qui analysait les mots-clés
dans les retours des gens pour pouvoir dire X% des gens voudraient qu'on améliore tel problème, X% des gens voudraient qu'on améliore tel problème, etc. Donc, j'ai vu un petit commentaire dans le chat, mais en fait, pour nous, le NPS, c'était vraiment pas du tout que du pricing. Le pricing, c'était même un sujet qui ressortait pas trop, parce que comme je vous le disais, le buyer n'était pas le user, et la plupart des utilisateurs, c'était pas eux qui, en fait, étaient décideurs au niveau du budget. Donc, on avait vraiment des retours sur notre produit. Voilà, et ouais, au niveau de l'alternance entre plusieurs techniques outils, pas vraiment. Ce que je te conseillerais, c'est plutôt de bien adapter ta technique à ton objectif. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu es dans la phase problème, tu vas peut-être plutôt avoir envie, pour commencer, de faire un sondage pour avoir du volume. Si tu es dans la phase solution, clairement, il va falloir aller sur quelque chose de plus poussé, qui prend plus de temps, type interview, puis test. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive aux 40 minutes, même on y est. Ouais. Et dans tous les cas, on répondra individuellement par mail aux questions auxquelles on n'a pas répondu. Est-ce que c'est intéressant ou utile d'avoir quelqu'un de l'équipe dev comme participant au user interview? Qu'est-ce que t'en penses, Léa? Bah, comme participant, pas vraiment, vu que, enfin, sauf s'il utilise le produit beaucoup et qu'il y a un vrai utilisateur, comme observateur, si, ça peut être très intéressant, parce que, en fait, il y a toujours une sorte de situation dans les startups où, en fait, les développeurs arrivent vraiment en fin de projet, et voilà. Et en fait, ça permet vraiment de les impliquer dans le projet, les impliquer dans pourquoi ils sont en train de développer ce qu'ils développent. Et surtout, les développeurs, ils sont hyper demandeurs de ça aussi. Donc, je pense que c'est une très très bonne idée. Et puis, bah, ça fait toujours un cerveau de plus à réfléchir sur une solution, donc c'est toujours intéressant. Merci, Léa. Il y a peut-être une dernière question à laquelle j'ai envie de répondre, parce qu'elle est marrante. Une question de Nicolas. Vous en avez pas marre que le PM soit confondu avec un chef de produit classique? Marre, non, c'est pas le terme, mais effectivement, clairement, il y a un souci de culture en France autour du product management. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Noé, parce qu'il y a énormément de confusion entre chef de projet, chef de produit, PM, PO. Et nous, on a une forte conviction que le product manager, il apporte énormément de valeur sur la partie stratégie et la partie problème. Et c'est pour ça que c'est ça la majorité du programme Noé. Et ça ne va pas être sur la partie opérationnelle. Voilà pour le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été si nombreux aujourd'hui. On répondra à vos questions. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain webinar qui est avec Arnaud, le Head of Product de Screen. Et donc, on va parler des process dans l'équipe produit, de la roadmap jusqu'au launch. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et peut-être à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.